Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous pouvez toujours poser vos questions sur le serveur Discord du cours d'outils mathématiques 2 ainsi que dans le fil de cette vidéo. Vous pouvez aussi faire vos suggestions d'amélioration sur l'organisation du cours en ces temps particuliers. Le chapitre d'aujourd'hui porte sur les applications linéaires. On a introduit dans le premier cours d'algèbre linéaire la notion d'espace vectoriel, fondée essentiellement sur la structure linéaire, c'est-à-dire le fait qu'on peut faire la somme de deux vecteurs, qu'on peut multiplier un vecteur par un réel, et que ces opérations satisfont les règles ordinaires d'associativité, de commutativité, de distributivité, d'existence d'un élément neutre, etc. Ce qu'on fait en général en mathématiques, une fois définie une structure, c'est qu'on opère dessus, c'est-à-dire qu'on définit des applications qui la préservent. Ici, ça débouche sur la notion d'application linéaire. Là où le chapitre de la semaine dernière va aussi intervenir, c'est que les matrices sont un moyen naturel et efficace de représenter les applications linéaires. Pour commencer, on va faire quelques rappels généraux qui ne seront peut-être pas inutiles pour que tout soit bien en place avant d'entrer dans le vif du sujet. Soit deux ensembles quelconques, grand X et grand Y. Une application de X dans Y, c'est une règle qui associe à tout élément petit x de grand X un élément petit y de grand Y. On dit que Y est l'image de X par F et que X est un antécédent de Y. Grand X est l'ensemble de définition de F ou l'ensemble de départ et grand Y l'ensemble d'arrivée. On note im de F, la partie de Y constituée de tous les éléments de grand Y qui sont les images par F d'un élément de grand X. On dit que c'est l'image de petit f. Attention à une erreur classique, im de F est une partie de grand Y, parce qu'il peut très bien arriver que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ne soient pas atteints. Pensez par exemple à la fonction f de R dans R définie par f de x égale x au carré. Son image est R+, qui est strictement inclus dans son ensemble d'arrivée R. Faites bien attention à ne pas faire la confusion, elle pose de gros soucis, on y reviendra. L'image de f peut aussi se noter f de grand X. Et plus généralement, si grand A est une partie de grand X, on peut définir f de A comme l'ensemble des images de tous les éléments de A. On dit que l'application f est injective quand deux éléments différents de X ont toujours des images différentes dans Y. C'est en tout cas comme ça qu'on se le représente mentalement en général. Mais en mathématiques, on utilise plutôt la contraposée, qui est tout à fait équivalente mais plus maniable dans les démonstrations. Une application est dite injective dès lors que quel que soit x et x' dans grand X, si f de x égale f de x', alors c'est que x égale x'. L'application f est dite surjective quand tout élément de l'ensemble d'arrivée y possède au moins un antécédent. Une autre façon de le dire, c'est que f est surjective si et seulement si im de f égale grand Y. Une autre occasion donc de se souvenir de la différence entre image de f et ensemble d'arrivée. Les deux ne sont égaux que quand f est surjective. Enfin, on dit que f est bijective quand elle est à la fois injective et surjective. C'est équivalent à dire que quel que soit petit y dans grand Y, petit y a un unique antécédent par f. L'existence d'un antécédent découle de la surjectivité de f, et l'unicité de cet antécédent découle de l'injectivité de f. Quand une application f est bijective, on peut définir son application réciproque, notée f-1, qui va de grand Y dans grand X, et qui à tout élément petit y de grand Y fait correspondre son unique antécédent par f. Quand f n'est pas forcément bijective, on peut quand même parler de f-1, mais pas dans le même sens. f-1 de y, par exemple, est l'ensemble des éléments de x qui ont petit y pour image. f-1 de petit y est donc un ensemble, plus précisément une partie de grand X, et non pas simplement un élément de grand X, comme c'est le cas quand f est bijective. On va maintenant en venir aux applications qui concernent plus spécifiquement les espaces vectoriels, au sens où elles en préservent la structure, c'est ce qu'on appelle les applications linéaires. Par définition, une application linéaire, qu'on appelle aussi un homomorphisme, de Rn dans Rn', est une application f qui vérifie les deux propriétés suivantes. Première propriété, quels que soient les vecteurs u et v de Rn, f de u plus v est égal à f de u plus f de v. On dit que l'image de la somme est la somme des images, et que f préserve la somme vectorielle. Deuxième propriété, quel que soit le vecteur u de Rn, et quel que soit le réel a, f de a fois u est égal à a fois f de u. On dit que l'image de l'homothétique est l'homothétique de l'image.
Ce sont ces propriétés qui font de l'application linéaire f une application qui préserve la structure d'espace vectoriel. La première propriété fait que f préserve la somme entre vecteurs, la deuxième que f préserve la multiplication scalaire. En d'autres termes, ces deux propriétés sont les propriétés naturelles à satisfaire pour une application entre espaces vectoriels qui tiennent compte de la structure mathématique d'espace vectoriel. Une remarque à connaître et qui sert assez souvent, c'est que pour une application linéaire, l'image du vecteur nul est toujours le vecteur nul. C'est très simple à vérifier. Prenez n'importe quel vecteur u, nul ou pas, de l'espace de départ. D'après la deuxième propriété des applications linéaires, on a que f de 0 fois u est égal à 0 fois f de u. Or, 0 fois u, c'est le vecteur nul de l'espace de départ. Et 0 fois f de u, c'est le vecteur nul de l'espace d'arrivée. On a donc bien que l'image du vecteur nul est égale au vecteur nul, les deux vecteurs nuls étant bien entendu dans chacun des deux espaces qui définissent f, l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Un peu de vocabulaire encore et de notation avant de continuer. L'ensemble des applications linéaires de Rn dans Rn' est noté L de Rn, Rn'. Quand les ensembles de définition donc de départ et d'arrivée sont les mêmes, c'est-à-dire que n égale n', on dit que f est un endomorphisme. Quand l'application linéaire f est bijective, on dit que c'est un isomorphisme. Et enfin, même si le mot est moins souvent utilisé, une application linéaire qui est à la fois un endomorphisme et un isomorphisme est aussi dit un automorphisme. Pour commencer, on va regarder un exemple typique avec l'application f définie de R3 dans R2 par f de x, y, z égale 2x plus y moins z et x plus y. On verra tout à l'heure, ce que vous pouvez d'ores et déjà retenir, qu'en fait, toutes les applications linéaires ressemblent plus ou moins à ça. Ici, on va s'assurer que notre application f est bien linéaire. Il s'agit donc de vérifier que f vérifie bien les deux propriétés de notre définition, c'est-à-dire qu'elle préserve la somme entre vecteurs et la multiplication scalaire. Commençons par la somme. Soit deux vecteurs quelconques de l'ensemble de départ R3, u et u', de composantes x, y, z et x', y', z'. Il s'agit de vérifier que f de u plus u' égale f de u plus f de u'. Pour ça, on écrit f de u plus u' et on réarrange les termes. Le vecteur u plus u' a pour composante x plus x', y plus y', z plus z', donc f de u plus u' est le vecteur 2 fois x plus x' plus y plus y', moins z plus z', et x plus x' plus y plus y'. Dans les composantes de ce vecteur, on réordonne maintenant les termes en mettant à gauche ceux qui concernent x, y et z, c'est-à-dire les composantes de u, et à droite ceux qui concernent x', y' et z', c'est-à-dire les composantes de u'. Ça donne le vecteur 2x plus y moins z plus 2x' plus y' moins z', x plus y plus x' plus y'. On réécrit ensuite ce vecteur comme somme de deux vecteurs, le premier qui garde les x, les y et les z, et le deuxième qui garde les x', les y' et les z'. Ça donne simplement 2x plus y moins z, x plus y, plus 2x' plus y' moins z', x' plus y'. Or, le premier de ces deux vecteurs est égal à f de u, et le deuxième à f de u'. On a donc bien montré que f de u plus u' est égal à f de u plus f de u', et c'est la première propriété des applications linéaires. Reste à vérifier que f satisfait aussi la deuxième propriété, la préservation de la multiplication scalaire. Le principe est un peu le même que pour la somme. On prend un réel a quelconque et un vecteur u quelconque de composantes x, y et z, et on doit vérifier que f de a fois u est égal à a fois f de u. Le vecteur a fois u a pour composante ax, ay, az, donc son image par f est le vecteur 2ax plus ay moins az, ax plus ay. Comme tout à l'heure, on rassemble dans chaque composante d'un côté ce qui concerne a et de l'autre ce qui concerne x, y et z, c'est-à-dire les composantes de u. Cette fois, ça se fait avec une factorisation qui nous donne le vecteur a facteur de 2x plus y moins z, a facteur de x plus y. Et maintenant, on réécrit ce vecteur comme produit du réel a par un autre vecteur, a fois 2x plus y moins z, x plus y.
qui correspond bien à A fois f de u. L'application f vérifie donc bien la deuxième propriété des applications linéaires, f de A fois u égale A fois f de u. Finalement donc, comme f vérifie les deux propriétés, on peut en conclure que f est linéaire. On se doute bien que dans la définition de f, si on changeait le coefficient 2 par coefficient 3, qu'on mettait un plus à la place d'un moins ici ou là, ou qu'on rajoutait une ligne du même genre que les deux qu'on a pour définir une application qui irait de R3 dans R3 par exemple, on obtiendrait une nouvelle application qui serait elle aussi linéaire. On peut donc en fait pressentir qu'on tient là quelque chose comme une forme générale, comme un exemple vraiment typique pour une grande famille d'applications linéaires. Et comme on l'a déjà suggéré tout à l'heure, on verra un peu plus loin que c'est effectivement un peu comme ça qu'on peut obtenir toutes les applications linéaires. Il y a 3 applications linéaires particulières qu'il est bon de mentionner parce qu'on s'en sert souvent. L'application linéaire nulle, qui envoie tous les vecteurs sur le vecteur nul. Vous vérifierez que c'est bien une application linéaire, c'est un petit exercice très facile. L'application identité, qui est un endomorphisme, c'est-à-dire qu'elle n'a du sens que quand les ensembles de définition et d'arrivée sont les mêmes. L'identité, qu'on note souvent id, envoie n'importe quel vecteur sur lui-même. Pour tout u, id de u est égal à u. Là aussi, vous pourrez vérifier facilement que l'identité est bien un endomorphisme, c'est-à-dire qu'elle vérifie bien les propriétés des applications linéaires. Et enfin, on a les homothéties vectorielles de rapport A. Un réel A étant fixé, il s'agit de l'application qui à tout vecteur U associe le vecteur A fois U. Les homothéties jouent un rôle très important en algèbre linéaire parce que ce sont des applications linéaires à la fois très simples, très maniables, sans pour autant être aussi triviales que l'application nulle ou l'application identité. Parmi les premières propriétés des applications linéaires, on a que si f est une application linéaire et A est un réel, alors A fois f est aussi une application linéaire. Si f et g sont deux applications linéaires de Rn dans Rn', alors f plus g est elle aussi une application linéaire de Rn dans Rn'. Si f et g sont deux applications linéaires qu'on peut composer, c'est-à-dire que l'espace d'arrivée de g est égal à l'espace de départ de f, alors la composée f rond g est elle aussi une application linéaire. Et enfin, si f est une application linéaire bijective, alors sa réciproque, f-1, est elle aussi une application linéaire. Le fait que les applications linéaires préservent la structure d'espace vectoriel se voit notamment en regardant ce qui se passe avec les sous-espaces vectoriels. Si f est une application linéaire, alors l'image d'un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel, et l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel est aussi toujours un sous-espace vectoriel. On déduit en particulier de ces deux résultats que si f est une application linéaire de Rn dans Rn', alors l'image de Rn tout entier, ce qu'on a appelé au début im de f, l'image de f, est un sous-espace vectoriel de Rn'. Dans l'exemple concret d'application linéaire f qu'on avait étudié plus haut, l'image de f, c'est l'ensemble des vecteurs AB de R2 pour lesquels le système 2x plus y moins z égale a et x plus y égale b admet au moins une solution. Je vous conseille d'arrêter ici la vidéo pour chercher une représentation cartésienne et une représentation paramétrique de im de f dans ce cas. La réponse s'affichera dans quelques secondes. Insistons bien encore sur le fait qu'on ne doit pas confondre l'espace d'arrivée de f avec l'image de f. Parfois les deux sont les mêmes, comme dans l'exemple précédent où il se trouve que f était surjective. En revanche, si on considère maintenant l'application linéaire de R2 dans R3, qui envoie le vecteur x, y sur le vecteur 2x plus y, x plus y, x moins y. Vous pouvez vérifier que im de f n'est pas égal à l'espace R3 tout entier. D'après les propriétés générales qu'on a vues, l'image réciproque du sous-espace vectoriel nul, f-1 de 0, est elle aussi un sous-espace vectoriel de Rn. On l'appelle le noyau de f, et on note ker de f. Cette notation vient du mot allemand kernel. Pour reprendre à nouveau l'exemple concret d'application linéaire f qu'on a étudié tout à l'heure, le noyau de f, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3 qui sont solutions du système 2x plus y moins z égale 0 et x plus y égale 0. Si vous vous souvenez de notre premier cours d'algèbre linéaire, alors les systèmes d'équations linéaires liés au noyau et à l'image doivent vous évoquer la petite musique des familles libres et des familles génératrices.
Ça n'est pas un hasard, et on verra en section 4 des liens qui unissent ces notions. On a vu au début de la vidéo que l'image de f est liée à la surjectivité de f, au sens où f est surjective si et seulement si im de f est égal à l'espace d'arrivée. Pour les applications linéaires, il existe un résultat équivalent pour l'injectivité et qui utilise le noyau de f. Théorème, une application linéaire f est injective si et seulement si son noyau est réduit au sous-espace nul. La démonstration de ce théorème est intéressante parce qu'elle est bien dans l'esprit de l'algèbre linéaire en général. Comme beaucoup de théorèmes d'équivalence, on démontre celui-ci par une double implication. Et comme souvent, il y a un sens facile et un sens un peu moins facile. Ici, le sens facile, c'est que si f est injective, alors le noyau est réduit au sous-espace nul. Parce que dire que f est injective, c'est dire qu'un élément de l'espace d'arrivée ne peut pas avoir deux antécédents, il doit en avoir au plus 1. Le vecteur nul de l'espace d'arrivée doit donc avoir lui aussi au plus un antécédent. Vous vous souvenez qu'on a vu tout à l'heure au début de la section 2 que l'image du vecteur nul est toujours le vecteur nul. Le vecteur nul a donc toujours bien un antécédent, le vecteur nul de l'espace de départ. Puisqu'on a supposé f injective, il n'y en a pas d'autre. Autrement dit, ker de f, qui est simplement une autre notation pour f-1 de 0, est donc bien réduit à 0, et l'implication est démontrée. Maintenant, on va démontrer la réciproque. On suppose que ker f égale 0, et on démontre que ça implique que f est injective. C'est ça la partie vraiment intéressante de la démonstration. Pour démontrer que f est injective, on revient à la définition. Quels que soient les vecteurs u et v, si f de u égale f de v, alors u égale v. On prend donc deux vecteurs quelconques, u et v, de l'espace de départ. On suppose qu'ils ont la même image par f, et on va démontrer que u égale v. Puisqu'on a que f de u égale f de v, on a aussi que f de u moins f de v égale 0. Or, par linéarité de f, on peut réécrire cette dernière égalité, f de u moins v égale 0. Et donc, et c'est là que c'est intéressant, le vecteur u moins v appartient au noyau de f. Par définition, puisque son image est nulle. Or, par hypothèse, le noyau de f est réduit au vecteur nul. Et donc, on a que u moins v égale 0. C'est-à-dire que u égale v. On a donc bien démontré l'injectivité de f. Comme utilisation de ce théorème, regardons le cas de l'application linéaire G, définie de R3 dans R3 par G de x, y, z, égale x plus 2y plus z, x plus y moins z, 2x plus 2y plus z. Pour savoir si G est injective, plutôt que de revenir à la définition générale de fonction injective, le théorème précédent nous dit qu'il suffit de savoir si le noyau de G est réduit à 0 ou pas. C'est-à-dire s'il existe plusieurs x, y et z, tels que x plus 2y plus z égale 0, x plus y moins z égale 0 et 2x plus 2y plus z égale 0. Il s'agit donc de réduire un système pour déterminer combien il a de solutions. Si vous le faites avec un bon vieux pivot de Gauss, vous verrez que ce système n'a effectivement qu'une seule solution, qui est la solution triviale x égale y égale z égale 0, et donc ça nous suffit pour pouvoir affirmer que G est injective. Soit f une application linéaire de Rn dans Rn'. Les propriétés de f font que l'image d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des images. Autrement dit, si on se donne k vecteurs, u1, u2, etc. jusqu'à uk, et k réel, a1, a2, etc. jusqu'à ak, alors on a que f de la somme de 1 à k des ai ui est égal à la somme de 1 à k des ai fois f de ui. Notamment si la famille des ui est génératrice. Alors cette formule permet de calculer l'image de n'importe quel vecteur u de Rn. Il suffit de trouver une combinaison linéaire des ui qui soit égale à u. Et la formule permet alors de calculer f de u simplement à partir des f de ui qu'on connaît déjà. En précisant un peu cette remarque et en l'adaptant selon les cas, on démontre les importants résultats suivants. Donc, théorème, soit f une application linéaire de Rn dans Rn', alors l'image par f d'une famille génératrice est une famille génératrice de l'image de f. Et donc attention, ça n'est pas une famille génératrice de tout l'espace d'arrivée. Ça n'est le cas que si f est surjective. Deuxième résultat, l'image par f d'une famille liée est liée. Et enfin, si l'image d'une famille est libre, alors cette famille est elle-même libre. Attention, l'image d'une famille libre n'est pas toujours libre. Un contre-exemple simple, c'est donné par le cas de l'application linéaire nulle.
Prenez n'importe quelle famille libre, son image ne contiendra que des vecteurs nuls qui ne forment évidemment pas une famille libre. Et enfin, dernier théorème de cette série, si f est un endomorphisme, c'est-à-dire que n égale n', alors f est bijective si et seulement si l'image d'une base est une base. En utilisant les propriétés connues des familles libres, des familles génératrices et des bases, on peut alors utiliser ces théorèmes pour savoir quand une fonction f est injective, surjective et bijective. Ou aussi, si on connaît plutôt f et qu'on veut étudier une famille de vecteurs, pour déterminer si une famille est libre, génératrice ou si c'est une base. Vous le ferez dans les exercices. On a déjà vu que l'image im de f d'une application linéaire f est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée de f. Faut pas confondre les deux, je sais que je l'ai déjà dit, mais l'erreur est malheureusement trop fréquente. Le théorème du rang est un des résultats spectaculaires de l'algèbre linéaire. Si f est une application linéaire de Rn dans Rn', alors la dimension de son noyau plus la dimension de son image est égale à n, c'est-à-dire la dimension de l'espace de départ. Attention, c'est de départ et pas d'arrivée. N et pas n'. Attention de ne pas commettre cette erreur. Le théorème du rang porte ce nom parce que la dimension de l'image de f est appelée le rang de f. On le note en général Rg de f, et on peut donc réécrire le théorème du rang. Rang de f égale dimension de l'espace de départ moins dimension du noyau. Le théorème du rang a plusieurs corollaires qui font écho à des propriétés que vous connaissez déjà sur les familles libres et les familles génératrices. Le rang de f ne peut pas dépasser la plus petite valeur entre n et n'. Le rang de f est égal à n si et seulement si f est injective. Le rang de f est égal à n' si et seulement si f est surjective. Et si f est un endomorphisme, c'est-à-dire si n égale n', alors il y a équivalence entre f injective, f surjective et f bijective. Comme application concrète, prenons l'application linéaire f qu'on a regardée au début, qui va de R3 dans R2 et qui est définie par f de x, y, z égale 2x plus y moins z et x plus y. Son rang ne peut pas dépasser la valeur 2. Donc il est strictement inférieur à 3, qui est la dimension de l'espace de départ. Et donc f n'est pas injective. Remarquons que pour obtenir ce résultat, on n'a pas dû faire le moindre calcul. En fait, ce résultat ne dépend même pas de la forme de f. Tout ce qu'on a utilisé, c'est le fait que f était une application linéaire de R3 dans R2. On a en fait indirectement démontré que si l'espace d'arrivée est de dimension plus petite que celle de l'espace de départ, alors l'application linéaire n'est jamais injective. De même, si l'espace d'arrivée est de dimension plus grande que l'espace de départ, alors f ne peut jamais être surjective. Et donc, la question de la bijectivité d'une application linéaire ne peut se poser que dans le cas d'un endomorphisme. Regardons donc maintenant le cas d'un endomorphisme, où du coup on est obligé d'aller un petit peu plus loin pour savoir s'il est bijectif ou pas. On reprend notre endomorphisme G de R3 défini par G de x, y, z égale x plus 2y plus z, x plus y moins z, 2x plus 2y plus z. D'après un de nos corollaires, pour savoir si G est bijectif, il suffit de savoir s'il est injectif, c'est-à-dire si son noyau est réduit au sous-espace nul. On a vu tout à l'heure que c'était le cas, donc que G est injectif, et donc, comme c'est un endomorphisme, on en déduit directement que G est bijectif, sans avoir à vérifier la surjectivité. Si tout ça vous évoque ce qu'on a fait au premier cours, quand on a dit que dans Rn, une famille a n éléments, et est libre si et seulement si elle est génératrice, c'est normal. Au fond, c'est la même chose, même s'il faudrait prendre un petit moment pour l'expliquer plus en détail. Jusqu'à maintenant, on a surtout relié les applications linéaires à ce qu'on a dit dans le premier cours, celui sur les espaces vectoriels. On va maintenant les relier à ce qu'on a vu au deuxième cours, c'est-à-dire aux matrices. Le lien est fait par le théorème suivant. Soit f une application linéaire de Rn dans Rn'. Alors, il existe une unique matrice M à n lignes et n' colonnes, qu'on notera ici mat de f, telle que l'image par f d'un vecteur u quelconque se calcule par le produit m fois u, où u est écrit sous la forme d'un vecteur colonne. Et inversement, à toute matrice à n lignes et n' colonnes correspond une application linéaire de Rn dans Rn'. Pour voir ça concrètement, reprenons encore une fois notre application linéaire f de R3 dans R2 définie par f de x, y, z égale 2x plus y moins z et x plus y. On vérifie facilement que l'expression de f de x, y, z
est donné par le produit de la matrice 2, 1, moins 1, 1, 1, 0 par le vecteur x, y, z. La matrice 2, 1, moins 1, 1, 1, 0 est donc ce qu'on note mat de f. Quand je disais tout à l'heure que d'une certaine manière toutes les applications linéaires ressemblent à f, c'était cette idée qui était derrière. Vous pouvez modifier les valeurs des coefficients, ajouter des lignes ou en enlever. Dans tous les cas, votre application linéaire correspondra à une matrice. Un autre exemple est celui de l'endomorphisme G de R3, qu'on a aussi déjà étudié tout à l'heure, défini par G de x, y, z égale x plus 2y plus z, x plus y moins z, 2x plus 2y plus z. On a alors mat de G égale 1, 2, 1, 1, 1, moins 1, 2, 2, 1. Cette matrice est carrée. On voit facilement que, de façon générale, les matrices carrées correspondent à des endomorphismes. On peut traduire le langage des applications linéaires dans celui des matrices, et c'est très commode. On a par exemple les propriétés suivantes, où f et g sont deux applications linéaires quelconques et a un réel. La matrice de f plus g est égale à la matrice de a plus la matrice de g. La matrice de f, pardon, plus la matrice de g. La matrice de a fois f est égale à a fois la matrice de f. Et aussi, ma matrice de f rongée est égale à la matrice de f fois la matrice de g. Évidemment, ces propriétés ne sont valables que quand elles ont du sens. La première, par exemple, ne vaut que quand f et g ont le même espace de départ et le même espace d'arrivée, et la troisième n'a de sens que quand l'espace d'arrivée de g est égal à l'espace de départ de f, ce qui est une autre façon de dire que le nombre de lignes de la matrice de g est égal au nombre de colonnes de la matrice de f. On a encore quelques résultats importants à énoncer pour lier matrices et applications linéaires, concernant cette fois les inverses. Théorème: une application linéaire est bijective si et seulement si sa matrice mat f est inversible. Et dans ce cas, la matrice de f-1 est égale à l'inverse de la matrice de f. Enfin, si f et g sont deux automorphismes de Rn, alors la matrice de la réciproque de f rongée est égale au produit des inverses des matrices de g et de f. Attention, dans cet ordre. Si ça vous fait penser au fait que chez les matrices, l'inverse du produit AB n'est pas l'inverse de A fois l'inverse de B, mais l'inverse de B fois l'inverse de A, c'est normal, c'est effectivement ce genre de choses qui est en jeu ici. Prenons pour exemple une fois encore notre endomorphisme G défini par G de x, y, z égale x plus 2y plus z, x plus y moins z, 2x plus 2y plus z. On a déjà vu que la matrice de G c'est 1, 2, 1, 1, 1, moins 1, 2, 2, 1. On a vu aussi que G était bijective. Souvenez-vous, on avait dit que son noyau était réduit au sous-espace nul, donc que G était injective, et du coup, le théorème du rang nous avait donné que G était bijective. Donc, la matrice de G est inversible. On le sait sans même avoir besoin de commencer le pivot de Gauss. Bon, en vrai, le pivot de Gauss, on l'a commencé quand on a étudié le noyau de G. Et si vous calculez l'inverse de la matrice de G, vous obtenez la matrice de l'application linéaire réciproque de G. Pour mémoire, le calcul donne que l'inverse de la matrice de G est égal à moins 1, 0, 1, 1, 1 tiers, moins 2 tiers, 0, moins 2 tiers, 1 tiers. C'est donc cette matrice qui est celle de l'application réciproque de G. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est compréhensible. Je le redis, n'hésitez pas à poser vos questions, même si elles vous paraissent bêtes. N'hésitez pas non plus à faire des suggestions. Bon travail à tous dans cette période inédite, et à bientôt.